Alors, Mobutu Sese Seko. Rien que ce nom, ça évoque tellement de choses. D'un côté, la fierté d'une nation, et de l'autre, le pillage de ses propres richesses. Pendant plus de 30 ans, cet homme a littéralement incarné le Congo. Mais la question reste entière. Qui était-il au fond? Un père pour sa nation ou un prédateur impitoyable? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Écoutez bien cette phrase. Il parle comme un homme, mais c'est un fauve. C'est puissant, non? Ça vient d'un de ses contemporains, et ça résume tout. C'est ça, le paradoxe Mobutu. Un dirigeant avec deux visages. Une dualité qui a marqué au fer rouge le destin de tout un pays. Donc pour vraiment saisir le personnage, il faut constamment garder en tête ces deux images, complètement opposées. D'un côté, on a le bâtisseur, celui qui a vraiment forgé une identité pour ce qui allait devenir le Zaïre, qui a ravivé une certaine fierté africaine. Et puis, de l'autre côté, on a le kleptocrate, celui qui a amassé une fortune colossale en vidant les caisses de son propre pays. Unificateur et pilleur. C'est là toute la complexité, toute l'ambiguïté de Mobutu. Ok, alors pour commencer à comprendre comment il en est arrivé là, il faut savoir que son histoire ne débute pas juste avec des faits, des dates, des manœuvres politiques. Non, ça commence avec un mythe très puissant qu'il a lui-même fabriqué pour asseoir son pouvoir. Alors voilà la légende. On raconte qu'à 10 ans, le jeune Mobutu aurait tué un léopard qui l'attaquait avec un seul coup de lance. Bon, c'est très certainement faux, mais peu importe. La propagande a martelé cette histoire partout. Le message était limpide, Mobutu, c'est le léopard. En s'identifiant à cet animal symbole de puissance, d'intelligence, de ruse, il se forgeait cette image de chef invincible. C'était la première pierre de sa légende personnelle. Mais son ascension, attention, ce n'est pas juste une histoire congolaise, pas du tout. Pour comprendre, il faut voir plus grand. On est en pleine guerre froide, et son parcours, c'est une pièce maîtresse sur l'échiquier mondial. Une époque où les États-Unis et l'URSS cherchaient des alliés, et ils étaient prêts à payer le prix. Regardons un peu cette chronologie, c'est assez dingue. L'ascension est fulgurante. En à peine 7 ans, il passe de journaliste à Bruxelles à chef d'état-major, puis maître absolu du Congo. C'est vertigineux. Et le point de bascule, le moment clé, c'est vraiment cette rencontre, en septembre 1960, avec le chef de la CIA sur place. À partir de là, son destin est lié à la grande histoire, celle de la guerre froide. Il faut se remettre dans le contexte. Le premier ministre de l'époque, le fameux Patrice Lumumba, est vu par Washington comme beaucoup trop proche des soviétiques. Et là, arrive Mobutu, farouchement anticommuniste. Pour les Américains, c'est l'homme parfait, le contrepoids idéal. Il devient très vite leur pion, leur rempart contre le communisme en plein cœur de l'Afrique. Et ce n'est pas une supposition, hein. Regardez ce mémo, déclassifié depuis par la CIA. C'est écrit noir sur blanc. Il est proposé d'offrir des fonds à Mobutu pour son usage personnel afin d'assurer sa coopération. Pour son usage personnel, les mots sont importants. On ne parle pas de soutien politique là, on parle d'argent de poche. Pour le dire crûment, les États-Unis ne l'ont pas juste soutenu, ils l'ont acheté. Et l'argent a coulé, mais à flot. Il faut imaginer le truc. Des valises de cash livrées comme ça, sans la moindre trace, sans la moindre question. Un véritable chèque en blanc de la part de la CIA. Parce que pour Washington, sa loyauté, elle n'avait pas de prix. Tant que le Congo restait dans le camp de l'Ouest, tout était permis. Bon, une fois qu'il est bien installé au pouvoir, avec le soutien des Américains, Mobutu se lance dans ce qui est peut-être son projet le plus fou, le plus ambitieux. Créer une nation, donner une véritable identité à cet immense pays, ce puzzle hérité de la colonisation belge. Et pour ça, il va avoir une idée radicale. Cette idée, ce projet, ça s'appelle la zaïrianisation. Le concept, au fond, est assez simple. Il faut décoloniser les têtes. Fini les prénoms européens, fini les costumes cravates, fini les noms de villes belges. Mobutu veut un retour à l'authenticité africaine. Il veut créer une culture purement zaïroise, une culture fière de ses racines. Et concrètement, ça a tout changé. Vraiment tout. Le Congo devient le Zaïre, Léopoldville devient Kinshasa, les prénoms chrétiens sont interdits, lui-même change son nom pour un nom à rallonge. Même les vêtements, le costume cravate, symbole de l'Occident, est banni. À la place, tout le monde doit porter l'Abacoste, cette fameuse veste sans col. Et derrière cette révolution culturelle, il y a bien sûr une philosophie très autoritaire. Écoutez ce qu'il dit lui-même. Quand un chef décide, il décide, un point c'est tout. Nous sommes des Bantous, nous avons nos propres mœurs. En fait, l'authenticité, c'était aussi le prétexte parfait pour imposer un régime de parti unique. La contestation, impensable. Le chef a toujours raison. C'est une valeur authentiquement africaine selon lui. Seulement voilà, cette politique de zaïrianisation, qui partait d'une idée de fierté retrouvée, elle avait une face cachée. Une face beaucoup plus sombre. Parce que derrière le discours sur l'authenticité, elle a servi de paravent au plus grand casse du siècle. C'est là que le père de la nation se transforme en prédateur.
4 milliards de dollars. Voilà, c'est le chiffre à retenir. 4 milliards. C'est l'estimation de sa fortune personnelle au sommet de sa puissance. Une somme juste ahurissante. De l'argent qui aurait dû aller au peuple, aux écoles, aux hôpitaux, mais qui a été systématiquement détourné des caisses de l'État. Et pour bien se rendre compte de ce que ça représente, regardez ce graphique. C'est simple. Sa fortune perso était à peu près équivalente à toute la dette extérieure du pays. C'est fou, non? D'un côté, un homme qui devient l'un des plus riches de la planète, et de l'autre, son propre pays qui s'endette et s'enfonce dans la pauvreté. C'est la définition même de la kleptocratie. Mais alors, comment il a fait ça? Le mécanisme était d'une simplicité diabolique. Étape 1. Avec la zaïrianisation, on nationalise toutes les entreprises qui appartenaient à des étrangers. Étape 2. Au lieu de les gérer pour le bien du pays, on les distribue aux copains, aux fidèles du régime, des gens souvent incompétents dont le seul but était de faire un maximum d'argent le plus vite possible. Résultat, ils ont payé ces entreprises, vendu les machines, vidé les comptes et l'économie du pays s'est tout simplement effondrée. Finalement, après 32 ans de pouvoir absolu, le règne s'achève. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'ombre de Mobutu plane encore aujourd'hui sur le Congo. Et son héritage est compliqué. Un mélange de fierté, oui, mais aussi de ruine. En fait, ce qui a vraiment signé sa fin, c'est la fin de la guerre froide. Le mur de Berlin tombe, et d'un coup, Mobutu ne sert plus à rien pour les Occidentaux. L'ennemi communiste a disparu. Son régime corrompu et brutal devient alors indéfendable. Lâché par ses anciens parrains, son pouvoir s'est écroulé comme un château de cartes face à la rébellion qu'il a chassée en 1997. Et c'est là qu'on touche au cœur de son héritage paradoxal. Aujourd'hui encore, il y a une certaine nostalgie de l'ère Mobutu, une nostalgie de la paix, de l'ordre, surtout quand on voit les guerres terribles qui ont suivi. Mais cette nostalgie, elle oublie le plus important. Elle oublie que la corruption, le clientélisme, le culte de la personnalité, tous ces mots qu'il a installés au cœur de l'État, eh bien ce sont des poisons qui continuent de miner le Congo aujourd'hui. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale. Comment une nation peut-elle avancer, se reconstruire, quand celui qui lui a donné une identité a aussi été celui qui l'a dévoré de l'intérieur? Il a unifié le pays, c'est vrai, mais à quel prix? Comprendre ce dilemme, c'est sans doute la clé pour saisir les immenses défis que la République démocratique du Congo doit encore affronter.